Hey, salut les soldats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un hors-série. Alors, dans ce type de vidéo, tout simplement, je vais vous parler d'un soldat. Je vais vous raconter son histoire de manière assez brève, juste pour vous expliquer les grandes lignes, ou tout simplement une mission spéciale ou un événement incroyable qui s'est passé en rapport avec les forces militaires ou les forces spéciales. Ce type de vidéo a juste pour but de vous informer et de vous donner envie de vous renseigner encore plus, soit sur le personnage, soit sur l'événement, tout simplement. Et pour ce premier épisode, on va parler de Robert O'Neill. C'est tout simplement le mec qui aurait tué Ben Laden. Alors, au niveau de mes sources que j'ai pris tout simplement pour faire cette vidéo, nous avons des extraits YouTube, tout simplement. Il vous suffit de taper Robert O'Neill sur YouTube, vous allez avoir toutes ces interviews. Et le livre. Voilà, j'ai lu son livre. Je vous le conseille. Le livre s'appelle L'Opérateur. C'est lui qui l'a écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est que Robert O'Neill est un membre de la SEAL Team 6, enfin était un membre des Navy SEAL, la SEAL Team 6. Normalement, ils n'ont absolument aucun droit de parler des missions, etc. Mais lui, c'est un des seuls à avoir cassé, sans l'autorisation justement de ses supérieurs, d'avoir cassé ce code. Donc il nous a révélé dans son livre beaucoup d'informations sur des missions, etc. Je vous laisserai découvrir la plupart des missions. Nous, aujourd'hui, on va parler de ce type-là et de ce qu'il a fait. Alors, tout d'abord, Robert O'Neill est né le 10 avril 1976. Il rentre à l'armée à l'âge de 19 ans, donc ça remonte à peu près à 1995. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il rentre dans l'armée 6 ans avant les attentats du 11 septembre 2001. Bon, là, vous commencez à faire le rapprochement. Mine de rien, il était quand même assez jeune à ce moment-là. Il a participé à des centaines de missions pendant les 16 ans de carrière et il a été décoré 52 fois, dont 2 Silver Stars et 3 Bronze Stars. Alors les Silver Stars et les Bronze Stars, c'est quoi? Ce sont des décorations que l'État américain offre à n'importe quel militaire à partir du moment où il a fait des actes de bravoure et d'héroïsme. Donc le mec, quand même, voilà, c'est quand même un bonhomme. Il faut dire ce qui est. Alors, dans quelle mission il a pris part? Alors, malheureusement, on va pas faire le décompte de ces 400 missions, d'accord? En 16 ans de carrière, ça fait quand même beaucoup. Et on va pas parler de toutes ces missions, parce que ça ferait une vidéo qui serait déjà trop longue. Et en plus de ça, je pense que le mieux, c'est de ne pas vous spoiler, afin que vous puissiez prendre ce livre et le lire parce qu'il est vachement intéressant, tout simplement, et il en parle énormément. Mais parmi les 400 missions qu'il a faites, on va en retenir quand même 3 qui, à mes yeux, sont 3 missions quand même très importantes. La première, c'est une mission qui est assez connue. C'est la prise d'otage du M5 Merch Alabama. Alors, c'est un navire, tout simplement, qui transportait, transportait des choses, tout simplement, dans toutes les mers africaines, et il devait se rendre au Kenya. D'accord. Et bien sûr, quand on va pour se rendre au Kenya, on passe pas loin de la Somalie. Et là-bas, il y a énormément de pirates. Et bah ça n'a pas manqué à la règle. Quand ils sont passés à proximité des côtes somaliennes, 4 pirates somaliens ont abordé le navire, ont pris en otage tout l'équipage, même s'ils avaient été préparés à des actes anti-piraterie, tout simplement, ils sont entraînés pour ça. Malheureusement, bon bah là, l'entraînement c'est une chose, mais la réalité du terrain c'en est une autre. Et l'équipage entier a été pris en otage par ces 4 pirates qui étaient âgés entre 17 et 19 ans. Là, on va être alerté quand même sur un point, c'est que dans ces pays-là, très jeune vous êtes enrôlé, très jeune vous devenez soldat. C'est pas comme chez nous. Donc il faut bien imaginer qu'entre 17 et 19 ans, les mecs sont matures au niveau de l'armée. Pas comme nous, tout simplement. Ils ont réussi à détourner le bateau et à le prendre en otage. Le but de cette prise d'otage, c'était d'obtenir une rançon, d'obtenir du fric et de se tailler. Mais le problème, c'est que dans ce type de prise d'otage, très souvent, les pirates exécutent tout le monde. Il n'y a pas de pitié, on a la rançon, mais on tue quand même. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que l'État américain a essayé de faire? Ils se sont dit, on va pas prendre de risques, on va envoyer la Navy SEAL. Voilà. Tout simplement, on va envoyer les Navy SEAL, c'est des bonhommes, on va les parachuter à quelques kilomètres en mer, ils vont nager jusqu'au bateau, ils vont se démerder, ils vont aller sur le... Alors en fait, il y avait un bateau américain qui était à proximité, qui se tenait à proximité, histoire de dissuader un peu les pirates, mais ça les a pas dissuadés de grand-chose. Et donc du coup, l'équipe des Navy SEAL, ont nagé en mer pour rejoindre ce bateau-là, qui va être leur premier avant-poste. Ça a été fait le vendredi, donc 2 jours avant l'assaut final, tout simplement. Enfin, l'assaut, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. S'ensuit des négociations, rien ne marche,
Évidemment, parmi cette équipe de Navy Seal, on a qui? On a notre petit Robert hein, qui est là, hein. Grosse mission, il a été parachuté, il a nagé et il est arrivé sur le bateau. Et là, ils se sont mis, ce sont des tireurs d'élite, les mecs, donc ils se sont mis en position de tir, tout simplement, et ils ont attendu. Ils ont attendu qu'il se passe quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, on voyait de temps en temps un pirate, mais malheureusement, on peut pas prendre le tir sur un mec. Il faut soit éliminer tout le monde, soit éliminer personne. Tout simplement parce que si vous en éliminez un, l'alerte peut être donnée, ils peuvent tuer tout le monde, et là c'est fin de la mission. Donc ils ont attendu le moment propice. Et le moment propice est arrivé le 12 avril, donc le dimanche, tout simplement, où on a 3 pirates qui extirpent le capitaine du bateau et qui l'emmènent sur leur bateau à eux. En gros, ils se sont rendus compte que là, ça commençait à devenir trop chaud. Ils avaient un des leurs qui était blessé, tout simplement lors de la prise d'otage, il s'est fait blesser, je crois que c'était à l'arme blanche d'ailleurs, donc bref, ils l'ont laissé avec les otages à l'intérieur. Et 3 pirates ont extirpé le capitaine et l'ont emmené sur leur bateau. Là, ils se sont dit, ça devient chaud, il va falloir que les Navy Seals interviennent. Et ils ont demandé donc du coup aux Navy Seals que si le danger était avéré, c'est-à-dire que la vie du capitaine du bateau était en danger, fallait y aller, fallait prendre le tir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, les pirates ont braqué la K-47 sur le capitaine du bateau, tout simplement. Et là, les Navy Seals ont fait, allez hop, c'est le go, on y va. Et ils ont tiré 6 fois. Voilà. En gros, il n'y a eu que 6 tirs parmi tous les Navy Seals qui sont résultés par 3 headshots. Et les 3 pirates sont tombés, le capitaine sain et sauf. Et le pirate qui est resté dans la soute avec tous les autres otages a été très facilement appréhendé parce que d'une part, il avait été blessé et d'autre part, il s'est retrouvé tout seul. Il a été jugé et il a pris 30 ans de prison. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça s'est réglé. C'est une des missions qui est quand même assez connue parce qu'elle a été tellement propre que les Américains ils s'en sont pressés de montrer à tout le monde, regardez, ça c'est notre opération, elle a été bijou, on a tout bien fait, on a eu 0 perte, ça s'est réglé comme dans de la soie, et voilà. D'ailleurs, si la mission vous intéresse, hein, tout simplement, un film a été fait en 2013 avec Tom Hanks dans le rôle du capitaine, le Captain Phillips, et le film s'appelle Captain Phillips. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite à aller le voir, c'est un très bon film au passage. Donc ça a été une des premières missions médiatisées, on va dire, qui a permis de montrer que les Navy Seals, c'était pas des rigolos. Et Robert O'Neill faisait partie des tireurs, tout simplement. Et dans le livre, il vous explique exactement chaque moment et c'est passionnant. Ensuite, la deuxième mission dont je vais vous parler, c'est une autre mission incroyable. Vous avez sûrement dû voir le film du sang et des larmes. C'est le film sur le survivant, en fait, Marcus Luttrell, qui est un opérateur de la SEAL Team 5, et il devait aller assassiner un bonhomme, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et malheureusement, ça a vachement mal tourné, ils se sont retrouvés pris à partie, ils ont envoyé un hélicoptère de combat qui s'est fait descendre par un rocket, enfin c'était un gros bordel. L'opération s'appelait l'opération Red Wing. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a un super livre qui s'appelle Le Survivant, qui a été écrit par Marcus Luttrell, et vous allez voir que ce qui a été dit dans le livre, justement coïncide avec ce qui est dit dans celui-là, parce que Robert a fait partie de l'équipe qui devait envoyer, une équipe de Navy Seal, pour aller sauver justement les squads du lieutenant Murphy, qui malheureusement n'a pas pu être sauvé. Alors la mission était quand même vachement intéressante parce que à la base, donc il devait faire partie de l'hélicoptère qui a été envoyé pour l'exfiltration des squads, mais qui a malheureusement été détruit. Ce qui a rendu fou tous les soldats sur place, tous les Navy Seals étaient dingues, ils avaient envie de lancer une armada sur la zone pour aller dézinguer tout le monde. Et l'état-major américain a mis le holà, évidemment, et ont privilégié en fait 2 options. Donc en fait, il y avait 2 plans d'attaque. Le premier, ça serait une force des armées déployée justement à une certaine distance. C'est l'armée régulière, hein, les Rangers, ainsi que la Delta Force, donc qui arriverait justement par un point pour repousser les talibans. Et le plan B, ça serait une équipe justement de Navy Seal accompagnée d'un local qui traverserait les montagnes et qui s'infiltrerait justement dans les montagnes pour tenter tout simplement de récupérer ce qui devait être récupéré. Sachant que la première équipe devait juste à la base récupérer les corps des Navy Seals hein, pour éviter que les talibans récupèrent tout le matériel et des données compromettantes. Donc on a envoyé l'équipe de Robert avec le local à travers les montagnes et il a expliqué que pour lui c'était une des épreuves les plus difficiles de toute sa vie, que le local était incroyable, qu'il marchait dans les montagnes comme un animal tellement il était trop fort quoi, et que eux ils avaient les pieds en sang tellement ils ont marché, tellement c'était dur et escarpé. Il a dit c'est inimaginable comment les mecs arrivent sur place à se déplacer
et que eux ils sont autant à la ramasse là-dessus. C'est pour ça que ça a été une guerre qui a été extrêmement difficile. Tout simplement la guerre en Irak et puis la guerre contre le terrorisme là-bas, hein, en Afghanistan, parce que ces mecs-là sont tellement bien dans leur élément que les soldats, qu'ils soient français, américains, allemands, etc., ne sont pas prêts en fait à ce type d'environnement et ont tout simplement un gros désavantage par rapport à tous les autres terroristes, etc. Et donc du coup, il expliquait que le local, lui, il bombardait et que ils avaient mal aux pieds, ils étaient crevés, ils en pouvaient plus, mais que la volonté de sauver leurs camarades était si forte, qui bravaient toute la douleur et tout. Et malheureusement, ils sont arrivés en retard parce que l'escouade qui a été déployée des Rangers et de la Delta Force est arrivée, ont pu repousser les talibans et sont arrivés justement dans le village pour sauver Marcus Luttrell et ils ont pu récupérer le cadavre des autres Navy Seals. C'est ça que je vous ai dit. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc ça a été une opération qui a profondément marqué Robert O'Neill et il le dit très bien dans son livre. On voit, il en parle avec énormément d'émotion et il raconte le moindre détail justement de tout ce qui s'est passé du moment où il a appris le désastre de l'opération Red Wing et le moment où ils ont décidé de faire quelque chose. Vraiment, c'est passionnant. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de lire ce bouquin qui se lit quand même assez vite et qui est vraiment génial. Ensuite, bien évidemment, la troisième opération ultra connue qui est arrivée, c'est l'opération Neptune Spear. Les Américains, ils savent trouver les noms pour les opérations. Franchement, il n'y a rien à dire. Tous leurs noms, là, ça déchire, d'accord? Et l'opération Neptune Spear, c'est l'opération qui visait à tuer une cible majeure au Pakistan. Évidemment, cette cible, c'est qui? C'est Oussama Ben Laden, tout simplement. C'était l'opération qui visait à assassiner Osama Ben Laden pour mettre fin au terrorisme. Et vous le savez comme moi, ça n'a pas mis fin au terrorisme, mais ils l'ont soulevé. Voilà. Donc comment ça s'est passé? C'est une analyse de la CIA qui a enquêté pendant des jours et des jours. D'ailleurs, si vous voulez un peu vous documenter là-dessus, il y a un film qui est génial, c'est Zero Dark Thirty, qui retrace justement toute l'enquête de cet analyste qui mène justement à Oussama Ben Laden. Et une fois que les hautes instances américaines se sont dit bon, elle a peut-être raison, c'est peut-être Oussama Ben Laden qui est là, ils n'étaient pas sûrs à 100%, mais ils avaient une grande assurance quand même, parce qu'ils étaient quasi certains. Ils se sont dit bon, allez, c'est bon, on lance l'opération. Et l'opération, ils sont arrivés avec des hélicoptères furtifs, donc c'était des prototypes d'hélicoptères qui n'avaient pas beaucoup volé. Et ceux qui connaissent un peu le milieu aéronautique savent que les hélicoptères, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable en termes de moyens de transport. Un hélicoptère, c'est énormément de maintenance, c'est énormément de précautions parce que le moindre petit truc de travers, l'hélicoptère il se crache. Donc là, ce sont des prototypes. Ils n'ont jamais été testés réellement en combat. Première fois qu'on les utilise, mais bon, les mecs ils se sont dit c'est pas grave, on y va. Pourquoi il fallait ces hélicoptères-là? Tout simplement parce que il fallait faire une approche de nuit. Ils étaient tout simplement à un endroit où vous n'avez pas le droit d'intervenir. C'était tout un bordel. Et là, quand ils ont fait atterrir les hélicos, ils étaient quand même assez silencieux. T'as la police locale qui commence à intervenir. Donc il a fallu faire intervenir les interprètes qui étaient justement dans l'émission pour négocier avec les locaux pour pas les faire rentrer dans le périmètre, pour créer un périmètre de sécurité tout autour de la maison, pour pas qu'il y ait de bavure, tout simplement. Et ils sont rentrés dans le bâtiment et je vais vous passer les détails de l'opération, même si je sais que vous les attendez, mais je pense que vraiment, faut lire le livre et regarder le film Zero Dark Thirty pour vraiment comprendre tout ce qui s'est passé, à quel point c'était génial. Enfin, génial, à toute proportion gardée, évidemment. Et donc du coup, les squads de Robert O'Neill arrivent dans la maison et puis vient le dernier étage, où là, il tue un homme. Petit problème, balle dans la tête, 2 balles dans le cœur. Balle dans la tête égale identification compliquée. Mais ils se rendent compte que c'est bien Oussama Ben Laden. Et là commence, à ce moment-là, enfin pas à ce moment précis, mais à cause de cet événement, commence un petit problème grâce à Internet, les réseaux et compagnie. Des sources anonymes affirmeraient que non, Robert n'est pas celui qui aurait tué Ben Laden, mais ça serait juste le mec qui l'aurait achevé, que ça serait un autre soldat, qui dirait que c'est moi qui l'ai tué. Enfin bref, on s'en fout entre nous. Moi, je prends ce qui est écrit dans le livre, comment il a décrit la scène, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, à la limite. Franchement, est-ce que c'est vraiment important? Je ne pense pas. En tout cas,
il sera arrivé, il a neutralisé Oussama Ben Laden, ils ont pu récupérer dans la maison des tonnes de disques durs, de matériel informatique, et ensuite vient l'exfiltration, parce que là, ils sont pas arrivés, on a tué Ben Laden, on se fait un barbecue, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y avait la police locale, qui a commencé à alerter les autorités pakistanaises, qui se sont dit wow, 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 qu'est-ce qu'ils foutent là les Amerlocs. Donc il a fallu s'exfiltrer et ils avaient un hélicoptère furtif prototype qui s'est crashé parce que bah, c'était un prototype, donc il fallait forcément qu'il y ait un problème. Donc il a fallu faire péter l'hélicoptère, hein, le faire exploser pour pas laisser de traces, pour pas que la technologie d'hélicoptère puisse être réutilisée, et il a fallu s'exfiltrer. Et ils se sont donc exfiltrés avec tout le matériel, enfin du coup une grosse partie du matériel informatique qui leur a donné la position de plein d'autres chefs terroristes, tout simplement. Et voilà comment se termine cette mission Neptune Spear, et surtout la carrière de Robert O'Neill qui se termine quasiment peu de temps après cette opération. Il a décidé de casser, alors là, on peut être en accord avec lui ou pas. Moi, je dis, bah, c'est cool, c'était son choix de toute façon. Mais il a cassé le serment fait avec les Navy Seals qui est de ne pas parler des opérations qu'il a pratiquées, de garder, comment dire, un anonymat, etc. Parce que normalement, les Navy Seals ont le droit de parler de leurs opérations qu'avec l'accord de leurs supérieurs. Et lui, bah, il a dit fuck off, je quitte les Navy Seals, je raconte tout ce qui s'est passé, du moins dans cette opération-là. Il ne raconte rien de toutes les autres opérations, du moins il est très vague, mais pour l'opération de tout ce qui a précédé l'opération Neptune Spear, c'est-à-dire le travail d'infiltration, le travail de reconnaissance, tout ce travail-là, Robert O'Neill en parle et le décrit parfaitement bien, les différentes cachettes, comment ils montaient leur base avancée justement, c'était vraiment incroyable, et on voit les moyens qui sont mis à disposition des Navy Seals, on se rend compte que ce sont vraiment des hommes à part. Et c'est en lisant ce type de bouquin et en s'intéressant de plus près aux personnages et à ce qu'ils ont vécu et comment les opérations sont gérées qu'on se rend compte à quel point nos militaires, qu'ils soient américains, allemands ou tout simplement nos militaires à nous, hein, Cocorico, nos Français, qu'ils soient simples militaires ou militaires des forces spéciales, peu importe dans quel corps ils sont, tout simplement, ce sont des êtres exceptionnels qui vraiment ne pensent qu'à une chose, c'est à donner leur vie pour leur pays. Et c'est une mentalité qui est quand même magnifique, qu'on ne retrouve malheureusement pas partout, hein. Mais on se rend compte que vraiment leur dévotion en font d'eux des surhommes, vraiment. Des surfemmes aussi, parce qu'il y a des femmes hein, chez les militaires qui sont incroyables. Mais vraiment, ça force le respect. Et je vous conseille vraiment, pour ceux qui ne l'ont jamais fait ou qui s'intéressent de loin à tout cet univers, à lire ce genre de livre, euh, juste pour comprendre l'état d'esprit de ces personnes et de se dire que, en plus d'être des pères de famille, évidemment, ce sont vraiment des gens à part. Voilà. Et de les remercier, bah, tout simplement d'exister et de donner leur vie comme ça pour nous. Voilà, c'était le premier épisode de ce hors-série. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des idées de personnes ou tout simplement d'événements que vous aimeriez voir justement traités de cette manière dans ce hors-série. N'hésitez pas à me le dire. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu et surtout, ben, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous les soldats, tout simplement. Maintenant, rompez.